C'est au tour du Mac Studio de se voir greffer une puce M2 Max et Ultra. Que vaut cette version bodybuildée de l'ordi d'Apple en forme de cube? Test complet. Faut-il privilégier un Mac Pro plus modulaire qui embarque la même puce et affiche la même puissance? A l'inverse, se tourner vers un Mac Mini M2 n'est-il pas préférable aujourd'hui à la vue de son rapport qualité-prix? Enfin, faut-il attendre la sortie éventuelle d'un futur iMac Pro au design tout en un? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci à vous tous. C'est pas gentil ça. Alors, vous savez que j'ai un prompteur dans cette émission et que apparemment il y a des petits cochons qui s'amusent à modifier mon texte. Bon, en tout cas, merci à vous tous de nous soutenir depuis tant d'années. À vous abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je ne dis pas ce qu'il y a écrit dans le prompteur. Notre chaîne YouTube, non, je ne dis pas ce qu'il y a écrit sur le prompteur. C'est un coup d'un Belge. Ça, c'est un coup d'un Belge. Je ne cite personne, mais un bonjour tout particulier aux membres du club RLM. C'est la version payante de notre la version premium et payant de notre chaîne YouTube, hein, c'est un abonnement payant et ainsi vous nous soutenez et en contrepartie l'émission est disponible 24 heures à l'avance, donc c'est quand même agréable dès le jeudi soir et vous pouvez poser des questions en direct, participer à l'émission, venir visiter avec nous les studios, assister à des enregistrements d'émissions, c'est sympa, venez à Paris au Village Bassia si vous envisagez de monter à la capitale, si vous habitez en province, on vous accueillera avec plaisir. Toutes les infos sur la description de la vidéo ou encore en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. N'oubliez pas également notre boutique de goodies pour l'été. Il y a plein de t-shirts, plein de mugs, plein de casquettes aux couleurs d'ORLM et dont refait la pop. Avec à mes côtés en plateau, il ne laisse personne indifférent, vous le savez, il est séduisant. Je pense que c'est lui qui a changé. Non. Là, si c'est lui. Non. Laurent Pantanage d'Actimo. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Un bonjour à tout le monde. Un bonjour à notre ami Christophe et moi, à Ulysse Zéro, qui nous aime, qui nous envoie des messages d'amour dans les commentaires. Et un bonjour particulier à Grégory, il se reconnaîtra, qui m'a envoyé la date de souscription à l'abonnement de la chaîne YouTube, c'est-à-dire en 2014. Wow. Tu vois, ça commence à dater. Et il me racontait qu'il était en voiture lors du live de la Dub Dub et qu'il écoutait dans la voiture entre Lyon et Aix-en-Provence, qu'il écoutait le live avec le téléphone posé sur le fauteuil passager. Il écoutait nos commentaires de la conférence. Je dis ça, c'est pas de la passion. Heureusement qu'on a des passionnés et que tout le monde ne nous déteste pas comme Ulysse Zéro. Bon, on l'embrasse. Sans oublier donc en duplex également Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier, lui il fait même l'émission dans la voiture, mais pas aujourd'hui. Non, j'essaye de limiter, déjà que ma connect est pas terrible en ce moment. Et tiens, je voulais, puisque c'est le début de l'émission, je vais remercier, tu vois, ceux qui travaillent à l'Apple Store de Montpellier, Odysseum, ils se reconnaîtront, parce que ils m'ont bien aidé l'autre jour. J'ai mon iPhone qui est mort. T'as galéré, hein? Conseil, ouais, tu perds une journée quand ton iPhone meurt, hein, tu récupères ton eSIM, ton machin. Enfin, ça m'a donné plein d'idées d'articles, du coup, tu vois. Bah oui. Mais alors, en Apple Store, il y a vraiment des gens adorables, brillants aussi. Malheureusement, des fois, ils sont limités par les contraintes d'Apple. Tu sais, les trucs sont verrouillés, ils peuvent pas toujours vraiment t'aider. Mais voilà, ils étaient adorables, donc je leur fais une petite bise. Et on les salue en duplex également, un passionné de tech et de pop culture, monsieur Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe. Est-ce que je l'ai bien dit? Hello tout le monde. Moi, de mon côté, ça va ultra bien, j'ai envie de dire. C'est dans le thème de l'émission. Ouais. Et puis bientôt, il faut l'annoncer, il y aura bientôt un nouveau On refait la pop. Ouais, il faut se bouger un peu. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Degrave? Je sais pas. C'est quoi le prochain sujet? Tu as déjà choisi? Oui, ça va être là où le Game Boy. Ouais, et là, je trouve... Non, bon, tu vois, c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure, on a enregistré, on refait la F1 tout à l'heure et on a une surprise en refait la F1, on a une touche féminine, donc ça vaudra le détour. On a réussi elle nous racontait que elle, en fait, elle était née après la Game Boy, mais que pour elle, la Game Boy avait un intérêt, c'était celle de ses sœurs, ses grandes sœurs. C'est la dernière d'une fratrie, d'une sororité, d'une sororerie.
Mais c'est pas grave. Et elle disait que elle, pour elle, la Game Boy, c'était la console de ses grandes sœurs, et que ça avait, tu vois, même pour elle qui était toute jeune, ça avait un vrai vecteur. Donc tu mets dans le mille, Christophe. Voilà, non mais en clair, oui, c'est des émissions qui ne sont pas destinées aux vieux comme nous, mais aussi aux plus jeunes pour qu'ils comprennent comment on est arrivé là aujourd'hui, à avoir ces beaux appareils, ces belles consoles de jeux, ces beaux smartphones, ces beaux ordinateurs, parce qu'il y a eu des moments charnières avec ces belles machines. On a hâte de voir ça, mon cher Christophe. On enchaîne avec le sondage de la semaine. C'est en rapport évidemment avec le sujet du jour, à savoir le Mac Studio. Pour votre prochain ordinateur de bureau, pro et à puissance égale, préfériez-vous investir dans un ordinateur tout en un type iMac ou plus modulaire, entre guillemets évidemment, type Mac Studio? Et vous étiez une large majorité, et c'est plutôt une surprise, à préférer un ordinateur tout en un type iMac, 56,1% par rapport au Mac Studio, 43,9%. C'est vrai qu'Apple est le chantre de l'ordinateur tout en un. Il l'a quasiment inventé avec le premier Macintosh jusqu'à l'iMac. Et on ne comprend pas tellement pourquoi Apple ne sort pas des versions un peu plus boostées de son iMac. Regardez cette question Twitter de Lénaïque Petit-Pierre, un autre fidèle et ami de cette émission. Hello, il n'y a pas dans cette proposition ni le Mac Pro, ni le Mac Mini. On fait déjà beaucoup avec un Mac Mini. Avec les premières informations sur macOS Sonoma, le Mac Mini pourrait d'ailleurs être une bonne machine polyvalente pour travailler et jouer. Enfin, on l'espère. L'idée du sondage, en fait, était plutôt de mettre en évidence les deux philosophies de produit. On aurait pu mettre, c'est pas un modèle particulier. Est-ce que vous préférez l'ordinateur modulaire ou l'ordinateur tout en un? Et du Mac Mini, on en a prévu d'en parler en fin d'émission. Faut-il choisir plutôt un Mini ou un Mac Studio? On va essayer d'y répondre avec Didier. Revenons au studio et on va s'intéresser d'abord à son design. Alors, on l'a bien compris, le design, entre guillemets, plus modulaire. Faut-il privilégier plutôt un design tout en un, comme l'iMac, ou un design modulaire comme le Studio? Ça fait déjà 18 mois qu'Apple a introduit une nouvelle famille de Mac avec son Mac Studio, une machine qui ne suit plus du tout, on l'a dit en préambule, Laurent, la philosophie historique d'Apple, de l'ordinateur tout en un, qui, pour moi, est vraiment l'ADN de la marque. C'est à la sortie, on avait été surpris parce qu'on avait dit, mais comme beaucoup de produits Apple, avant on aussi ne doit pas faire les vieux papis du monde Apple. La résistance. C'était, tu vois, l'approche Steve, pro, pas pro, portable, pas portable. Oui. Bon, c'était simple. Il y avait 4 trucs. Et là, c'est vrai que l'un marche un peu toujours sur l'autre. Oui, pour beaucoup, il a beaucoup empiété sur le Mac Pro. Il a beaucoup empiété sur le Mac Mini. Tu vois, il est finalement, c'est un Mac Mini survitaminé et c'est un Mac Pro que tu peux mettre sur un bureau, quoi. Christophe, on a eu pendant des années une obsession des designers pour la finesse, et puis on se retrouve sur une machine qui est 2 fois plus épaisse qu'un Mac Mini, et puis et en face, maintenant on a le Mac Studio qui vient combler un vide également, mais on s'attendait peut-être à voir arriver aussi un iMac. Tu en penses quoi de ce design en tout cas? Du design du studio, tu veux dire? Tout simplement, en fait, oui, si on prend un référentiel bien connu, on prend le Mac Mini, on fait x2, et globalement, en fait, c'est un petit peu le Mac Studio. Tu en mets l'un sur l'autre, c'est ça? Oui, exactement. Le truc, c'est que posé à côté d'un écran ou en tout cas sur un bureau, ça prend pas plus de place finalement qu'un Mac Mini. C'est juste en hauteur que ça va prendre plus de place. Donc moi ça me choque pas. Il fallait faire un différentiel de design pour montrer que la machine était un peu puissante. Le fait de l'avoir un peu plus haute, ça montre aussi en fait la puissance d'un point de vue purement esthétique. Après, oui, effectivement, c'est aussi une machine qui accueille les processeurs les plus puissants de chez Apple. Et donc, quelque part, il y a aussi la dissipation thermique qui est importante. Et le fait de l'avoir un peu plus grande permet une dissipation thermique un petit peu plus importante. Ouais, quand Apple arrive à mettre un Intel Xeon, Didier, voire un M2 Ultra Max dans un PowerBook, un MacBook Pro 16 pouces, moi je suis resté figé en 2010, voire même en 2005. On peut penser qu'il peut aussi glisser dans l'iMac. Regarde cette réaction d'Alexandre. Je préfère avoir un système modulaire. Actuellement, je suis sur un setup Studio Display plus MacBook Pro. Cela me permet d'avoir un bureau fixe comme un iMac, puis en
un câble partir avec une version portable. Si je n'avais plus besoin de portable, je ne garderais un Mac mini pour le remplacement rapide et nécessaire. En plus, je pourrais brancher n'importe quoi sur mon bureau pour le réutiliser avec d'autres outils. Si j'avais un iPad des mains, par exemple, mon setup serait compatible. Tu en penses quoi de comment Apple a viré sa cutie, chantre du tout en un, et qui aujourd'hui ne sort que des ordinateurs modulaires ou presque modulaires, déjà, entre guillemets, hein. Disons que ce qu'il faut, on connaît plus la ventilation des ventes, mais on les sait à peu près avec les revendeurs. C'est en gros, ils vendent 80-90% de portables maintenant, c'est l'immense majorité. Donc c'est vrai que déjà, les tours et tout, c'est devenu les parents pauvres de la gamme. Ensuite, c'est intéressant ce sondage de voir que les gens avaient toujours un faible pour l'iMac, mais pourquoi ? Désolé, j'ai des mouches partout en ce moment. Et en fait, c'est tout simple, c'est que le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets un iMac, par exemple, tu veux une machine M1, genre par exemple un Mac mini M1 plus un bel écran, l'équivalent de l'iMac, t'en as toujours pour plus cher. Ouais. En fait, l'iMac, il a un super rapport qualité-prix parce que t'as quand même le bel écran, t'as le design, il y a le processeur en général qui suffit pour tes usages. Bon, là, on aimerait un petit peu plus puissant. Mais c'est vrai qu'il comble finalement ce manque. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont graphistes, qui ont envie d'un bel écran, qui n'ont pas forcément un gros besoin d'avoir un portable. Et puis pour lesquels ils seraient vachement satisfaits. Et en fait, le Mac Studio, quelque part, et même le Mac Mini, ce sont des machines qui sont presque à la marge maintenant, des machines de niche un peu. Donc là, le Mac Studio, c'est même la niche de la niche. Et alors le Mac Pro, je dis même pas, quoi. Mais on parlera en fin d'émission du Mac Pro. Voilà, mais par contre, c'est quand même intéressant qu'ils aient fait cette machine, parce que c'est à la fois une espèce de preuve de concept, là, d'arriver à faire un truc super puissant dans un petit environnement, ce qui est vraiment pas mal. Et je trouve que c'est aussi un moyen de dire, le Mac, on l'abandonne pas. Enfin, les pros, ils peuvent aussi... parce qu'il est presque portable, au niveau du design. Tu peux presque le mettre dans un sac et te dire, putain, j'ai une station de travail que je peux mettre dans mon sac presque le matin. C'est un truc qu'on n'avait pas vu jusque-là. Le Mac Pro, c'était pas possible de le mettre dans un sac, tu vois. Sauf avoir acheté des roulettes à 10 000 €. On a l'impression que c'est une machine... C'est vrai que si tu vas quelque part où il y a un écran, c'est intéressant ce qu'il raconte. Tu parles d'écran, finalement. Non, mais tu vois, tu peux avoir tous tes applis, tout ton truc. Oui, bien sûr. Oui, c'est plutôt bien vu, mais on a l'impression que c'est une machine, en tout cas, qui a été conçue. On sait qu'Apple a tendance à dire qu'ils ne font pas des focus group, ils ne questionnent pas des utilisateurs, ils ne présentent pas le produit en disant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on enlève, qu'on rajoute. Ils conçoivent dans leur coin. Apparemment, cette machine-là correspond plus à une vraie demande depuis des années d'une machine raisonnable en termes de prix, entre guillemets, puissante et plein de ports. On verra, on va en parler dans un instant. Réaction de Florent T sur Twitter: décorréler l'achat de l'écran de celui de l'ordi est pour moi primordial. Ce ne sont pas les mêmes cycles de renouvellement, par contre, que ce soit iMac ou Mac Studio. Il n'y a rien de modulaire dans les specs et c'est bien dommage. Au moins le SSD aurait été pas mal, effectivement. Laurent, on peut pas vraiment parler d'évolutivité pour cette machine, hein. En fait, on ne peut pas parler d'évolutivité, c'est dur à dire. Pour plus aucune des machines Apple. Ouais. Il y a deux choses que je trouve intéressantes. Enfin, la première, c'est le fait d'avoir fait leur puce eux-mêmes. Ça devient un système complet. Hein. C'est-à-dire que à la fois sur beaucoup de machines, le disque dur, la RAM et le processeur, c'est la même puce entre guillemets. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est la même puce. C'est intéressant parce que tu sais que je t'ai raconté que j'ai relu la biographie de Steve Jobs avec du recul, et j'ai beaucoup apprécié le faire avec du recul. Et en fait, il te dit que le premier iPhone, il voulait qu'il soit indémontable, parce qu'il ne voulait, c'est pas qu'il voulait pas qu'on change les pièces. Aujourd'hui, on le voit comme ils veulent tout verrouiller. Mais c'était que dans sa tête, il fallait pas que les gens mettent les doigts à l'intérieur de ce que eux avaient imaginé de si pur. Tu vois le truc. Alors là, on n'est pas du tout dans le même cas. Non. Maintenant, la réalité, c'est que le nombre de... C'est un frein mental de te dire je veux changer quelque chose, mais l'immense majorité du public ne change jamais rien dans une machine qu'il achète. Que ce soit un PC ou un Mac, il n'ajoute jamais de RAM. L'idée qu'on avait à l'époque, oui, quand ma machine commence à devenir vieille, la RAM coûte moins cher, je lui rajoute des barrettes de RAM et elle devient, ou de SSD, elle redevient au goût du jour. Mais aujourd'hui, ça arrive plus, quoi. C'est plus ce cas-là, quoi. Mais comme disait Didier tout à l'heure, c'est plutôt une machine niche pour les pros. Et là, les pros, Didier, ils ont plutôt tendance à avoir besoin de RAM, à faire évoluer leur machine. Et là, il n'y a pas de port PCIe interne, pas d'ajout de RAM possible ou de SSD. Hein. C'est ce qui différencie du Mac Pro.
Alors, en fait, c'est vrai que ça dépend un peu dans quoi tu bosses, mais c'est vrai que aujourd'hui, les pros, ils sont pas à 500 ou 1000 euros près, donc ils vont te la charger en RAM. Ouais. En vidéo, je pense que si tu mets 96 ou même sur le Ultra, tu peux le maxer pratiquement 200 gigas. Franchement, t'es bon presque 10 ans, quoi. Voilà. Bien. C'est cher, mais t'es bien. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Après, il y a des usages très spécifiques. Hein, si tu cherches plein de textures en mémoire et tout, là, les 1 Tera de mémoire qu'on a sur le Mac Pro, on pouvait effectivement les bouger un petit peu. Moi, je trouve que la modularité, en fait, Apple est un peu piégé. C'est-à-dire qu'ils ont fait des puces mobiles, en gros, de portables. D'ailleurs, c'est des puces d'iPhone à la base qui sont déclinées sur le Mac. Et puis, voilà. Et en fait, le truc, on le voit surtout sur le Mac Pro, on en parlera peut-être dans une émission, mais c'est vrai qu'ils sont contraints, quoi. C'est-à-dire que la RAM est vraiment liée à côté de la puce. Les SSD, les contrôleurs sont même plus sur le SSD. Donc, l'architecture est faite pour le portable. Ouais, c'est une philosophie. Jamais rien. Exactement. Ouais. Par contre, c'est vrai que sur ces machines-là, je dirais, OK, bon, la RAM, ça peut aller. La puissance, le processeur, c'est vrai que changer son processeur et tout, même sur PC, c'est quand même un peu galère. Il y a peu de gens qui le font. Mais par contre, le stockage, c'est vraiment le point noir pour moi des machines Apple, parce que ces petites barrettes M2 là qu'on a partout, ça se case largement dans un boîtier comme ça. Ils auraient pu mettre une petite trappe et en mettre un peu plus. En plus, c'est un vrai gagne-pain pour eux, c'est-à-dire qu'ils te limitent à 8 Tera, ce qui est pas si énorme que ça. Moi, je fais de la vidéo, tu remplis ça vite, et t'as aucun moyen de changer quoi que ce soit. Et je dirais que le problème en plus qui peut être après coup, c'est, tu le vois dès que t'as un problème avec ton Mac, c'est qu'il faut tout changer tout le temps, quoi. Dès que t'as un souci sur le SSD, la mémoire ou quoi que ce soit, je sais même plus où est le souci. Ouais, il te change la carte mère complète et ça te coûte une blinde. Enfin, on voit sur l'iPhone le prix que ça coûte, même sur les Mac, tu sais, t'as un problème de clavier, il faut changer tout le top case et il y a la carte dessus. Enfin, on est quand même arrivé à un niveau bon. Voilà, c'est un choix comme ça. Mais après, effectivement, les gens qui achètent le Mac Studio, ils n'ont pas l'air tellement contraints parce qu'ils mettent quand même beaucoup de stockage externe. Il est quand même très modulaire avec le Thunderbolt. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement. Voilà. Après, il pourrait y avoir un peu plus que toi. Par exemple, les SSD étaient limités en débit avec le Thunderbolt. Par exemple, tu peux pas aller à plus de 3 gigaoctets secondes. C'est une limite du Thunderbolt 4. Tu as 40 gigabits, mais en vrai, tu peux en utiliser que la moitié pour le stockage. Alors que si tu as des vrais ports PCI Express, tu peux utiliser toute la bande passante. Donc, tu vois, on a quand même des limites externes pour des gens qui sont très exigeants. Mais ces gens-là, maintenant, sont à la marge. 3 gigaoctets secondes, même en faisant c'est la niche de la niche. Hein, ouais, c'est l'ultra niche maintenant. Mais il y a quand même ces gens, et c'était un peu la niche d'Apple aussi. Donc, bon, ces gens-là, souvent, ils sont passés en face, quoi. Tu disais plutôt bonne surprise au niveau connecté. Tu voulais dire quelque chose, Laurent? Non? La question que je me pose, c'est finalement, est-ce que c'est pas un problème juste de positionnement de prix? Parce que tu aurais une machine qui vaudrait un peu moins cher et qui serait pas évolutive, mais du coup tu rentrerais, et que Apple fasse une reprise, finalement tu serais dans un espèce de modèle d'abonnement. Tu pourrais. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que à la fois cette machine elle est pas vraiment évolutive parce que on a dit tout est soudé, et de l'autre côté qu'elle est quand même relativement chère. Mais si tu changeais le paradigme du mode de fonctionnement Apple et que tu disais finalement je le fais sous forme de sorte d'abonnement et avec éventuellement même un tarif donné, c'est-à-dire à tel niveau tu peux changer de machine tous les 2 ans, tel niveau tu peux changer de machine tous les 3 ans, tu pourrais faire un truc assez original, quoi. Et tu réglerais ce problème parce qu'il y aurait de la réutilisation, le boîtier en alu serait forcément recyclé, il y a tout ça. Alors tu le disais Didier, mon côté connectique c'est plutôt la bonne surprise, notamment sur la face avant où ça y est, enfin les designers d'Apple ont cassé leur limite, qui voulaient que, par exemple, sur l'iMac, il n'y ait rien en face avant, ou sur le Mac Mini. Là, il y a 2 ports USB-C couplés à un lecteur de carte SD, donc ça, c'est bien pratique. Sur la face arrière, on trouve 4 ports Thunderbolt 4, une prise Ethernet 10 gigabits, hein, c'est important, c'est la principale différence avec le Mac Mini. Alors ça, c'est plutôt pour les entreprises, mais c'est bien utile quand vous faites de la vidéo comme ici en studio. Ici, 2 ports USB-A, hein, il y a encore de l'USB classique, une sortie HDMI et une sortie jack. Donc effectivement, tu as raison, il est plutôt bien fourni. Une question Twitter de Mano, le HDMI qui est mis sur le nouveau Mac Studio en M2 peut gérer le 8K en 60 Hz, ce qui est un progrès. C'est par ailleurs la même chose sur les MacBook Pro M2. C'est donc grâce à la puce, tu confirmes, Didier? Oui, alors c'est bien qu'il fasse évoluer ça parce que maintenant, effectivement, tu as même en vidéo, il y en a qui bossent en 8K. Quand tu bosses pour Netflix, ou voilà, tu as besoin de sortir maintenant des très très hautes résolutions. Donc c'est plutôt pas mal. Tu as aussi les télés qui commencent à. Parce que ça peut être une machine, tu vois, pour faire. La prise HDMI, elle est super. Tu la mets sur un écran de télé. Tu peux brancher directement le truc sans adaptateur, la bande passante est dédiée, donc c'est vraiment tip top. Et surtout, si tu mets des écrans 4K, tu peux en mettre aussi un peu plus qu'avant. Je crois qu'il y a 6 écrans 4K
4 écrans 8K, 4 écrans 6K d'Apple, je crois, et 2 écrans 8K, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait quand même une très très belle connectique. Et là, même aussi, tu vois, dans des domaines hyper exigeants comme la vidéo, on est rarement à ces limites-là. Enfin, ça va, quoi, c'est suffisant maintenant. Une question d'Aurélien. Salut l'équipe d'ORLM. Combien d'écrans peut-on connecter sur le nouveau Mac Studio? Merci. Qui veut répondre à cette question? Oui, je pense que Didier vient de le faire. J'ai même envie de dire qu'il a fait mouche. Effectivement, en fonction de est-ce qu'on va partir vers un M2 Max ou un M2 Ultra, en fait, on va avoir des possibilités différentes. Le M2 Max, en fait, qui va pouvoir prendre en charge 5 écrans simultanés, 4 écrans de résolution 6K à 60 Hz et connecté via Thunderbolt et un écran d'une résolution en fait de 4K en 60 Hz via l'HDMI, ou bien 2 écrans en 6K à 60 Hz. Ça va, c'est confort. Hein, voilà, c'est confort. Il y a un écran de 8K à 60 Hz ou 4K 240 Hz sur l'HDMI. Donc ça, c'est pour le M2 Max, tout simplement. Et puis le M2 Ultra, il prend en charge encore plus d'écrans en fait et de plus haute résolution encore, dans le sens où il va aller chercher en fait 8 écrans en simultané. Donc ça, c'est super cool. 8 écrans. 8 écrans. 8 écrans. 4K. C'est la Belgique, ça, mon cher ami. Une fois. Je vous déteste, Laurent Pantanas. Oui. Je comprends Ulysse, hein, franchement. Oui. Et alors 6 écrans d'une résolution atteignant. Je signale que Ulysse, il t'a massacré autant que moi. Hein. Oui, mais en seconde intention. Il a commencé par toi. Ah, t'as raison, t'as peut-être raison. J'ai loupé un épisode. Toi, il t'a bien massacré quand même. Hein. J'ai loupé un épisode, Didier. Non, quelques commentaires sur la précédente vidéo, à laquelle nous n'avons ni Christophe ni moi participé. Donc. Un hater, comme on dit, c'est ça. Ça. Bon, c'est pas très important. Un gentil hater. Ouais. Alors, le M2 Ultra, donc, comme je le disais, en fait, il va jusqu'à 8 écrans, 4K 60 Hz. Ou bien alors 6 écrans 6K 60 Hz, ou bien alors 3 écrans 8K, je ne sais plus comment on dit maintenant, 60 Hz. Ouais, bon, donc c'est confort pour y aller les yeux fermés, notamment. On voit vraiment que Par contre, Olivier, oui. Par rapport à ce qu'on disait sur la mémoire, faut pas oublier que la mémoire elle est partagée GPU, CPU, c'est-à-dire quand tu mets par exemple tes écrans 8K là, 3 écrans, tu en puissance. Ça prend la mémoire ça prend de la mémoire. Ouais. Donc ça t'en fait un petit peu moins. Voilà, bon. Bon, et puis du coup, tu disais que c'était relativement transportable, donc c'est effectivement le cas, même très transportable. Et ce qui est pratique dans ces cas-là, c'est d'avoir l'alimentation interne, donc on ne balade pas un gros bloc d'alimentation comme autrefois avec le premier Mac Cube, souvenez-vous, ou même la première version du Mac Mini, et qu'il est relativement léger, 2,7 kg, c'est quand même, voilà, et en version Max et en version Ultra, il pèse jusqu'à 3,6 kg. Après le design global de la machine, on va s'intéresser au design étonnant du processeur M2 Ultra qui équipe le haut de gamme du Mac Studio, mais avant, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et c'est Didier Policani qui nous le présente chaque semaine dans Refait le Mac. Et oui, Olivier, est-ce que tu as envie d'aller travailler à Foxconn en Chine? Non. C'est un boulot apparemment de mieux en mieux payé. Apple a triplé les primes, figure-toi, parce qu'ils n'avaient pas assez de monde pour assembler les iPhones. Alors, il ne faut pas oublier qu'encore il y a un an, ils étaient encore dans le Covid, les Chinois. Donc, ils ont encore ce doux souvenir des restrictions. Donc, il n'y a plus personne qui veut venir bosser. Et donc, apparemment, en ce moment, alors c'est toujours, tu n'arrives jamais vraiment à savoir, mais apparemment, ce serait un petit peu compliqué pour recruter dans les usines. Donc, Apple fait des pieds et des mains. Ils essayent de leur donner des conditions supplémentaires, ce qui est plutôt pas mal finalement. Tu vois. Le retour de Beats. Le retour de Beats qui non, il n'y a pas de jeu de mots. C'est la journée des vannes aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu te rappelles du Studio Pro? C'était le gros casque là, de Dr. Dre qu'il aimait bien, là, qui était sans fil et qui avait une assez bonne qualité sonore. Ouais. Qui coûtait assez cher aussi. Donc, ils vont le refaire. Tu vois, Beats, ils ont recruté un designer. Ils commencent à relancer un peu des produits. Peut-être qu'ils s'y réintéressent, qu'ils voient que les ventes sûrement sont un petit peu au plus bas. Bah oui. Ils pourraient sortir le 19 juillet. C'était la dernière rumeur du jour. Peut-être que d'ici l'émission, on aura peut-être encore une autre date, mais donc cet été on devrait avoir un nouveau casque. Il reprendra peut-être des fonctionnalités des AirPods Max d'Apple. C'est toujours la version un peu, tu vois, il décline un peu, donc il y a des trucs en moins des fois chez Beats. Mais bon, à voir s'il y a encore un marché pour Beats. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un dans la rue avec un Beats, tu vois. Ça fait très longtemps, effectivement. On parle de Apple et de sa capitalisation boursière.
Oui, l'oncle Picsou a désormais 3000 milliards de capitalisation. Donc c'est de l'argent virtuel, hein, on précise aux gens, il n'y a pas vraiment ça en banque, mais 3000 milliards, ça commence à faire beaucoup. Comme disait l'autre, on peut s'acheter un pays avec ça. Donc on peut faire un iMac M2 Pro sans trop de difficulté aussi. Ouais, c'est clair. Non, mais je crois qu'en vrai cash, ils ont quelque chose comme 200 milliards, hein, un truc comme ça. Oui, 150 milliards, 300 milliards, donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est impressionnant. Donc une des plus grosses boîtes du monde. On parle d'iCloud. Oui, qui a augmenté dans certains pays. Alors, tu vois, moi qui a pété mon iPhone, et les gens m'ont dit, tu n'as pas un abonnement iCloud? Et moi, j'ai dit, mais non, j'ai 1 Tera de stockage, mec. Tu m'imites très mal. Hein. Ouais, c'est pas que toi. Mais cela dit, Apple te pousse à prendre du iCloud. Donc, on est tous. Quand tu commences à te mettre dans iCloud, c'est Laurent qui dit ça l'autre jour, tu peux pas t'enlever parce que tu as tes messages, tu as tous tes trucs. Et du coup, maintenant, ils augmentent les prix et personne ne peut rien dire. Ils vont tous continuer à payer. Donc, moi, j'ai pas pris, j'ai résisté, tu vois, mais c'est sûr que ça va augmenter, ça va jamais baisser. Et c'est dommage parce que tu vois, même le iCloud de base, il augmente pas non plus en stockage, donc on est tous un peu obligés d'y aller. Voilà. Et on voit, pour revenir à la bourse et aux résultats financiers d'Apple, que les services aujourd'hui, c'est le plus gros, la partie d'Apple qui progresse le plus, qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. C'est presque un tiers du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui. Au moins, oui, après, c'est très lié au produit. Tu prends pas un service d'Apple sans le produit. Mais voilà, c'est comme s'ils avaient lancé une nouvelle ligne de produits sans en avoir lancé une, en tout cas. Donc, mais comme Tesla, tu vois, qui te fait des abonnements pour avoir de la connectivité, le jour où il n'y a plus les Tesla, la connectivité, elle s'en va avec aussi. Mais c'est vrai qu'ils maximisent bien ça. Tim Cook, c'est le roi de l'optimisation. Tu parlais de voiture, habile transition. Oui, Apple Car. Écoute, c'était un peu endormi là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des rumeurs. Et apparemment, Apple aurait créé une espèce de société, pas écran, mais une espèce de société en leur nom, mais qui ne dit pas son nom. Et pour tester des voitures, donc il y aurait une piste d'essai en Arizona et avec pas mal de gens. Il y aurait même Kevin Lynch apparemment qui aurait investi là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est drôle, tu vois, on a que des bribes de l'Apple Car. Puis peut-être un jour il va arriver avec une voiture. Regardez, ça sort dans 2 semaines. C'est vraiment, non mais c'est fou. Tu te dis, s'il crée une voiture, elle est bien cachée quand même. Hein. En tout cas, il y a quand même des choses qui sortent. On n'a pas encore trouvé le garage. On n'a pas eu de news. Tu n'as pas eu d'infos, toi, de ton côté, suite à la WWDC sur la nouvelle version de CarPlay, justement, qui avait été la surprise de l'année dernière. On n'a pas beaucoup appris depuis, je crois. C'est censé arriver en deuxième partie d'année, les premières annonces. Moi, j'ai eu des bruits de couloir qui disent que ça arrive chez de la grande marque. Oui, forcément. Voilà, il y en a qui avaient dit publiquement qu'ils iraient, donc je pense qu'ils vont y aller. Mais en fait, comme on est dans le cycle de vie d'une voiture, donc ils annoncent ça, même en ayant travaillé un peu en amont, une voiture, ça se prépare en 2-3 ans. Donc c'est sûr qu'il y aura peut-être des annonces cette année, mais les voitures sortiront pas avant au moins 1 an ou 2, je pense. Hein. Ouais, ils veulent remplacer tout le système. C'est vraiment, c'est intégré dans la voiture. Hein. C'est pas juste tu connectes ton iPhone et tout à coup tu as tous tes écrans qui sont alimentés par ton téléphone. Non, c'est des vrais systèmes. C'est une espèce d'Android automotive qu'ils ont fait. Et là, effectivement, moi j'ai assez hâte de voir ça parce que ça bouge énormément dans les voitures. C'est très très passionnant ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est pas juste un écran déporté pour le téléphone. Ça prend le contrôle du tableau de bord et de l'ensemble des fonctionnalités de base de la voiture. Pour avoir Apple Pay au péage, tu vois, qui se connecte tout seul. Mais il y a plein de trucs. Tu vas au McDo, ça paye avec ta bagnole. Il y a déjà des choses comme ça qui fonctionnent. Mais on imagine Tim Cook avec toutes les voitures du monde connectées, c'est encore mieux que l'iPhone, tu vois. Tu peux vraiment maximiser tes revenus pour le coup. Merci Didier pour ce busomètre. On enchaîne à nouveau, on revient sur le thème du Mac Mini, du Mac Studio, et on fait un gros plan sur les performances du M2 Max et du M2 Ultra. On l'a dit en préambule, sur le Mac Studio, il est possible de choisir entre 2 puces, le M2 Max, la M2 Max ou la M2 Ultra. On va plutôt s'intéresser à la M2 Ultra, mais on va vous parler des deux. 24 cœurs CPU. Tiens, Laurent, tu veux nous la présenter brièvement, la puce de la M2 Ultra en termes de qu'est-ce qui différencie les deux ? 24 cœurs. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont splitté encore entre 16 performances et 8 plutôt économe. Ouais, économe. Et c'est marrant parce que je regardais sur mon Mac tout à l'heure. Tu sais, quand tu lances alors comment s'appelle cette application ? Activity Monitor. Exactement, Activity Monitor. Et il te montre l'utilisation des puces. Et c'est marrant parce que
tu as l'impression que le processeur est pas du tout utilisé. En fait, tu te rends compte que les pros tournent en fait derrière. Quand tu affiches l'intégralité des processeurs, des oui, trucs, surtout que tu as 50 onglets ouverts simultanément. Donc, 288. Ouais, donc ça doit oui. Et donc voilà, bon, on reprend 24 cœurs, 16 performances, 8 économes. Derrière, tu as 60 ou 76 cœurs GPU, c'est toi qui choisis la configuration. La RAM, tu as 64, 128 ou 192. Et le SSD, tu as jusqu'à 8 Tera. Donc ça, c'est la version du mini, du studio, j'y arrivais. Ouais, alors par rapport au M1 Ultra, tu gagnes 4 cœurs comme supplémentaires. Ouais. Tu vois, c'est pas mal. Hein. Par rapport à l'ancienne génération. Ouais, alors bon, bien sûr, c'est des cœurs économes, donc plus lents, mais il y a beaucoup d'opérations qui sont faites en tâche de fond, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est une machine professionnelle, c'est pas les mêmes contraintes thermiques, électriques, on devrait avoir que de la performance, on aurait préféré 4 cœurs rapides. » Ouais, mais il y a un paquet de tâches que tu sers derrière, ça sert à rien que ta machine, elle consomme à bloc, alors qu'il y a des tâches que tu peux traiter avec ces partie de processeur-là. Et comme disait Didier, peut-être une réaction de Christophe, on voit là les limites de l'architecture, entre guillemets, de la stratégie d'Apple, dont les puces sont conçues à l'origine pour la mobilité. Et là, effectivement, il y a des puces économes plutôt que des puces performance. Oui, après, je pense que c'est pas non plus quelque chose de mauvais d'avoir au niveau d'un ordinateur de bureau, d'avoir aussi des cœurs économes, parce que finalement, l'électricité dépensée est moindre, la dissipation thermique aussi est moindre, donc on se retrouve avec des machines qui sont quand même plus sympas d'un point de vue usage électrique, et donc pourquoi s'en priver quelque part. Ouais. Didier, pour vraiment répondre vraiment au choix et des plus exigeants, il aurait fallu designer une puce sur mesure, et vu le coût de développement d'une puce pour une machine, tu l'as dit, un peu de niche comme le Mac Studio, c'était quand même difficile de partir d'une feuille blanche. Hein. Oui, et puis ils vont pas faire des milliards de ventes avec ça, donc effectivement autant décliner le M2 Max, M2 Pro, tu le doubles, est un M2 Ultra. C'est vrai qu'en fait, le M2 de base, ils n'ont pas ajouté tellement de cœurs performants. C'est surtout ça le problème. Donc après, dès qu'ils déclinent les cœurs performants, ils se perdent un peu. Et là, surtout, d'une génération sur l'autre, on gagne que des cœurs économes. Et alors qu'ils n'ont pas revu les cœurs performants. C'est ça qui est un peu dommage, c'est de ne pas avoir rajouté un peu les deux. Ouais. Parce que, en plus, quand même, alors la machine ne consomme pas beaucoup. Je ne sais pas si on parle après des watts et tout, mais c'est vraiment rien du tout. Donc on est, on va dire, à 50 watts au repos. Et quand tu montes à 150 watts, c'est vraiment que tu as tout mis à fond. Donc c'est incroyable sur une machine. Les PC, ils ont des alimes de 500 watts, 700 watts, hein, avec des GPU et tout. Donc bon, on n'a pas exactement les mêmes GPU dans cette machine, mais c'est quand même bien d'avoir de l'économie. Après, on va en parler pendant les benches, mais c'est vrai que tu te dis, oui, c'est une puce de portable qui est déclinée, et c'est vrai que finalement, là, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans, tu auras envie quand même d'avoir de la puissance CPU, et le CPU, c'est un peu le parent pauvre quand même chez Apple. C'est-à-dire qu'ils se disent aujourd'hui, les applications, même la vidéo, ça utilise beaucoup le GPU, donc on mise beaucoup sur le GPU, et voilà, bon, on va le voir dans les tests, c'est vrai que du coup, tes performances CPU, c'est un peu frustrant, et tu te dis, même quelque part, si j'utilise que du CPU, le M1 Ultra, il fera bien l'affaire, quoi. Alors, parlons de CPU, justement, au niveau des gains de perf, Apple annonce 20% d'amélioration en CPU. Tu as pu le vérifier ? C'est ça qui est intéressant, c'est que si tu prends des logiciels de bench, donc ceux que la plupart des gens utilisent pour tester un petit peu les performances, tu vois qu'on est à peu près au 20%, par exemple. Mais on n'y est pas tout à fait, tu vois, c'est 17% dans Geekbench, je crois qu'on est à peu près à 20%, mais genre vraiment 20,0 dans Cinebench, qui est un peu plus homogène en termes de bench. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal en termes de gain, 20%, ça reste quand même honorable. Mais par contre, en fait, alors il y a un truc qui est rigolo dans Cinebench, c'est que la puce qui a le plus gros GPU, en ultra, je parle, elle est un tout petit peu plus rapide que l'autre. Voilà, c'est juste, bon, ça va pas te changer la vie, mais je sais pas, elle doit être un petit peu surcadencée. J'ai pas réussi à, tu vois, en regardant un peu les chiffres et tout, à voir vraiment les différences. Donc Cinebench, c'est à la marge. Est plus est plus proche de ce qu'annonce Apple que Geekbench. On est plus proche des 20%. Voilà, mais en fait c'est des programmes qui sont ultra optimisés pour utiliser tous les cœurs, donc eux ils vont avoir entre guillemets accès à la puissance de façon un petit peu théorique quoi finalement, mais ils permettent de vérifier les dires d'Apple. Par contre, on va le voir juste après, sur certaines applis de la vraie vie, de la vie réelle, c'est un petit peu différent. Ouais. Alors passons justement à la vie réelle et à des tests de prod avec ton test chouchou pour illustrer la puissance du CPU, à savoir Logic. Oui, alors il y en a de moins en moins des logiciels qui utilisent que le CPU, parce qu'aujourd'hui ils utilisent des accélérations, par exemple matérielles pour de la conversion vidéo, même quand tu fais du Final Cut, c'est beaucoup du GPU. Donc Logic, et comme la plupart des logiciels audio, le GPU c'est pas encore trop utilisé. Du coup c'est un bon test, ça utilise que la partie puce. Et c'est vrai que là,
le gain, on l'a vu à 6%. On était assez surpris, on se dit tiens, 6% c'est pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Logic, lui, les cœurs lents, ça l'intéresse pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends des pistes, tu mets des effets dessus et tu veux de la perf sur la durée. Donc en fait, les cœurs économes, entre guillemets, il aime pas trop les utiliser, il les utilise à la marge pour d'autres fonctions. Et finalement, tu gagnes le 6% qui est un peu l'optimisation des cœurs normaux. Et c'est vrai que là, c'est l'exemple typique où tu dis finalement, le M1, il était très bien pour le prix, autant acheter celui de l'an dernier un peu en promo. Tu vois. Si tu fais vraiment que du CPU, c'est vrai que moi je trouve que c'est quand même un petit peu décevant quand même. Ouais, donc c'est intéressant pour les musiciens notamment. Alors après le CPU, passons au GPU. Apple annonce cette fois-ci 30% de gains par rapport à l'ancienne génération. Est-ce que tu valides également, Didier ? Ouais, alors GPU c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs on l'avait vu sur le M2, M2 Pro, M2 Max. Vraiment le GPU c'était là où ils ont fait des progrès et je crois que c'est normal parce qu'effectivement tu as de plus en plus d'applications qui utilisent le GPU. Donc ils ont rajouté des cœurs, mais ils ont surtout optimisé les cœurs. C'est-à-dire que à nombre de cœurs équivalents, par exemple là on le voit dans le test de Geekbench, c'est-à-dire que les 60 cœurs de maintenant, tu vois la troisième ligne là, ils sont plus rapides que les 64 cœurs du M1 d'avant. Et ça veut dire qu'en fait, tu as moins de cœurs, mais ils ont plus de cœurs. Tu vois. Ils sont boostés. Ils sont plus boostés. Donc c'est plutôt pas mal. Et de manière générale, on retrouve quand même les scores d'Apple. Et on les dépasse même dans certains cas. On va le voir un petit peu. Mais je dirais que c'est vraiment la bonne surprise du M2. Et comme la plupart des gens utilisent le GPU, finalement, tu te dis c'était très bien d'avoir quand même un peu misé là-dessus. Alors une question par rapport au perf de Manu à nouveau. Le Mac Studio, est-ce une machine de jeu ? Tu as testé. Le Mac est-il une machine de jeu même ? On pourrait demander, non ? Oui, même. Mais là, en l'occurrence, le Mac Studio, est-ce qu'il tient la route avec les tests que tu as fait ? Alors, les jeux, c'est quand même intéressant parce que les jeux, ça utilise le CPU et le GPU. En fait, sur ces puces, le CPU et le GPU sont sur la même puce. Donc, ils sont tout à côté. Donc, ils chauffent tous ensemble. Tu vois, ils sont tous dans la même boîte de nuit. Et du coup, il y a des choses assez intéressantes. Alors, déjà, on voit dans les jeux, c'est des jeux un peu vieux. Ils sont pas optimisés. Donc, voilà, on teste sur ce qu'on peut tester. Mais tu vois, par exemple, dans Tomb Raider, que tu as quand même un beau gain entre les M1 Ultra et les M2 Ultra. Donc, voilà, la chose est respectée sur Tomb Raider qui était assez exigeant à l'époque, et là tu arrives à avoir 156 FPS. Bon, sur PC ils doivent rigoler parce que c'est des scores. C'est quel langage graphique là dans Tomb Raider ? C'est du OpenCL, c'est du Metal ? Je crois qu'ils l'ont repassé en Metal récemment, et en fait c'est pas des jeux qui sont natifs, mais par contre les appels sont natifs, les appels au GPU, donc a priori ça teste quand même assez bien les performances. Donc là tu vois on avait 36% à peu près d'écart, donc c'est même plus que ce qu'annonce Apple, donc c'est plutôt bien. Et tu as également fait des tests dans Total War 3, je crois ? Oui, alors celui-là qui est beaucoup plus récent, il est optimisé métal. Alors on avait vu, je sais pas si tu te rappelles, dans Tomb Raider, par contre un truc bizarre, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'écart entre les deux M2 Ultra. Et ben là, dans ce jeu-là, c'est même pire. C'est-à-dire que celui qui est censé être le plus rapide est le plus lent. Pourquoi ? Parce que les jeux, comme je le disais, ça utilise le CPU et le GPU. Qu'est-ce qui se passe quand tu utilises énormément de cœurs en même temps ? Tout chauffe. Et finalement, des fois, il vaut mieux avoir un peu moins de cœur et qu'ils chauffent individuellement, tu vois, un peu plus, mais ils ont un peu plus de marge de manœuvre que si tu blindes de cœur et que tout le monde chauffe et à la fin, plus personne n'avance. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ma métaphore, mais en gros, on arrive à avoir. J'ai eu plusieurs cas sur plusieurs logiciels, donc c'est pour ça que j'ai refait les tests plein de fois. J'étais très surpris de voir qu'effectivement, si tu prends la version la plus rapide, suivant les cas, ce ne sera pas forcément le plus performant. En tout cas, dans les jeux où tout chauffe en même temps. Après, si on le prend individuellement, là, on a les performances. Si tu utilises que le GPU pour la partie graphique, là, tu vas avoir les performances. Mais là, dans ce cas-là, on arrive aux limites encore de cette architecture d'Apple de tout mettre au même endroit. Ouais. Ils auraient fait une partie GPU, une partie CPU séparée, refroidie séparément. Peut-être qu'on aurait eu des super perfs, ils auraient pu maximiser le nombre de cœurs. Donc là, on est aussi un peu limité quand même par cette architecture qui est idéale pour le mobile, inversement, parce que ça fait t'as qu'une seule puce à faire. Elle est très puissante quand même. Et encore une fois, pour répondre à la question de Mano, pour pouvoir en faire une plateforme de jeu ou une manière générale, le Mac, il faut des titres, il faut des jeux, mais ce qui est amusant... Encore ça arrive. Ouais, ça y paraît. Ça arrive. Mais encore une fois, lors du product briefing d'Apple, lorsqu'ils nous ont présenté la machine, ils nous ont fait une petite démo de jeu, et c'est une chose de plus en plus récurrente depuis l'arrivée du Mac Mini M2 l'année dernière, où systématiquement dans les démos d'Apple, ils nous glissent un petit jeu AAA. T'as vu qu'à la WWDC, ils ont annoncé des outils de conversion quand même pour les développeurs de jeux. Mais ils font ça parce qu'ils se disent merde, il n'y a plus de jeu là. Les gens, avant tu passais dans des moulinettes Intel là, qui marchaient très bien. Maintenant, il n'y a plus Intel, donc ces moulinettes ne marchent plus. Et maintenant, du coup, Apple doit faire les outils. Mais par contre, s'ils font des bons outils,
peut-être que si en 3 clics tu arrives à convertir un jeu PC sur Mac, on pourrait avoir beaucoup de jeux, parce que c'est quand même intéressant, il y a quand même un volume, tu vois, des Harry Potter et tout. Tu te dis ça sort sur Mac, il y a quand même plein de gens qui ont des MacBook Air. Moi, je pense qu'il y a un marché quand même. Hein. Et puis il y a quand même des signaux très forts. Le fait que Kojima monte sur scène lors de la keynote de Apple pour annoncer Death Stranding. Ok, c'est pas le dernier jeu à la mode, mais quand même c'est un jeu qui est récent, je vais dire. C'est quand même en fait des choses, enfin des signaux très très importants dans l'univers du gaming. Quoi. C'est vraiment une personne très 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 reconnue en fait, un espèce de sensei du monde du jeu vidéo. Et voilà, donc ça a été Resident Evil Village, c'est maintenant en fait Death Stranding, donc demain on aura peut-être réellement des jeux, qui sait, en fait, c'est peut-être juste quelque chose qui s'initie aujourd'hui, en fait, et des signaux juste positifs, et qui vont se transformer en quelque chose de beaucoup plus concret, peut-être. On a souvent eu ces discussions, Christophe, moi j'y crois pas une minute. Pour qu'Apple se développe dans le jeu, sur le Mac, il faut acheter un studio. Pour moi, c'est un passage obligé, mais plusieurs studios. Voire plusieurs studios. Mac Studio, en tout cas. Le Mac Studio, comme son nom le laisse penser ou le laisse deviner, est taillé particulièrement pour les pros de la vidéo ou du son. Que donnent les tests sous Final Cut Pro 10, Didier ? On a des résultats très très sympas dans Final Cut, à tel point que tu vois mes benches qui avant mettaient de longues minutes à se calculer, maintenant on est en quelques secondes, donc je suis en train de les changer, tu vois, pour que ça ait un petit peu d'importance. Alors moi j'ai une bonne surprise, c'est l'image qui est affichée, c'est de la conversion, ça va intéresser ceux qui sont en régie, qui passent leur temps à convertir du ProRes en H264, H265 et tout. C'est que avant, je sais pas si tu te rappelles, sur le M1 Ultra, il y avait 4 Media Engine, il t'avait dit. Mais quand on avait fait des tests, il n'y en avait que 2 qui étaient utilisés. Il n'y avait pas de différence entre le Max et l'Ultra, ce qui était quand même un petit peu frustrant. Et là, j'ai refait ces tests, et là, on le voit, tu vois, c'est 2 fois plus rapide que les M1 Ultra que j'avais testés à l'époque. Alors, j'ai pas retesté les M1 Ultra, peut-être qu'ils ont optimisé avec Final Cut, avec le dernier système. Donc voilà, je leur laisse, mais ceux qui ont les machines le savent peut-être. Mais en tout cas, là, on a bien les 4 Media Engine qui bossent. Et là, tu vois, c'est en secondes, hein, on est à 4 secondes là, sur de la conversion. Et en plus, moi, sur mes tests, c'était de la 4K. Blackmagic, je sais plus, ça dure plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes même, je crois, et on arrive à convertir en quelques secondes. Moi, il y a des gens sur PC, ils me croient pas quand je leur dis ça. Ouais. Je leur dis, mais vous vous rendez même pas compte des outils qu'ils ont pour convertir Oui, pardon, vas-y. Les exports, non mais quand tu exportes ta vidéo que tu as montée sur YouTube et tout, c'est hyper rapide. Tu arrives à convertir, je sais pas moi, tu vois, une émission ORLM de 1 heure en ProRes, je sais pas combien de temps vous mettez, mais je pense que c'est moins de 10 minutes à faire la conversion. Ouais. Et sur PC, c'est quasiment, voilà, au pire, tu arrives à moitié moins, quoi. Et là, c'est vrai qu'on a des super outils. Bon, ça dépend des cartes graphiques que tu as, etc. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Donc, en clair, si on est un pro de la vidéo, et qu'on fait beaucoup de rendu, d'encodage vidéo, c'est la machine qu'il vous faut, c'est clair. Après, les différences en secondes, se passer du M1 Ultra au M2 Ultra, les différences, c'est quand même un peu plus aléatoire, mais c'est vrai que si vous venez d'une machine Intel, par exemple, ça va vraiment vous changer la vie. Et là, encore une fois, on voit les efforts d'optimisation d'Apple pour Final Cut et le ProRes, parce qu'il y a effectivement dans la puce des composants pour optimiser le traitement du ProRes. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pas sur Final Cut, bien sûr, à commencer par les gens qui travaillent sur Adobe Premiere. Oui, mais comme Premiere, comme Resolve aussi, utilisent les mêmes API d'Apple pour faire de la conversion, pour appeler le processeur, en fait. Du coup, on retrouve exactement les mêmes résultats. Donc, si vous bossez sous Premiere, vous bénéficierez évidemment de ces améliorations. Par contre, après, sur tous les effets et tout, des fois, c'est un peu fait maison. Il y en a qui utilisent les API d'Apple, d'autres pas. Donc, après, c'est assez variable. Et moi, par contre, j'ai fait, tu vois, ça, c'est un bon exemple. J'ai fait des tests dans Resolve et je les ai pas publiés parce qu'ils étaient incohérents. J'avais des trucs super rapides, puis des trucs où le Max était plus rapide que l'Ultra. Et je les ai refait plein de fois. Je me suis pas trompé et tout. Et en fait, les éditeurs, ils optimisent petit à petit. Donc, il y a des trucs qui arrivent. Des fois, ça arrive 1 an après. Donc, c'est vrai que globalement, quand tu prends la machine la plus rapide, c'est plus rapide, mais des fois pas. Tu vois, des fois, tu as le MacBook Pro à côté qui a exactement les mêmes temps de rendu parce qu'il n'a pas bien optimisé son type d'effet, son flou, son machin. Donc voilà, après, évidemment, il faut toujours tester un petit peu ces softs, mais je dirais que dans l'ensemble, tu vois, tous les logiciels qu'on teste, les gains de performance sont quand même là. On a ce GPU donc, qui est très utile, hein, sur tous les effets vidéo aussi. Donc on est quand même extrêmement gagnant. En tout cas, on a une très belle puce là pour les marchés que vise Apple. C'est surtout ça qui est important. Une question de Rémi Everhang alias Dark Linux Tweet. Quels sont ses usages SES entre un Mac Studio M2 et un Mac Pro, parodie de l'ordinateur propriétaire où se situe ce Mac Studio sous stéroïde? Que reste-t-il effectivement au Mac Pro face au Mac Studio? On y répond après sa jungle.
Alors Mac Studio ou Mac Pro, deux philosophies bien différentes du moins en matière de design. Le Mac Pro reprend le châssis apparu avec la version Intel introduite en 2019. Une machine plutôt vraiment magnifique en termes de design, c'est certainement l'une des plus belles de la gamme. Très réussie, que tu apprécies particulièrement, hein, Didier ou Christophe, ou Laurent, s'ils veulent en parler. Oui, non, c'est une machine formidable en termes de design, en termes de dissipation thermique aussi. C'est quelque chose, je pense, en fait, qui fait toute la différence avec un studio. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler ou faire travailler la machine pendant très très longtemps, sans que pour autant, en fait, la température monte forcément, ou en tout cas, ça va être quelque chose de plus léger en termes de température lors des mêmes travaux d'encodage, par exemple, de vidéos et autres, ou de jeux vidéo, pour ceux qui ont la chance d'avoir un Mac Pro pour faire du jeu vidéo. Mais là aussi, il y a quelque chose de niche. Oui, le design, pardonnez-moi, un petit éternuement. Et le design n'a pas changé effectivement entre la version Intel, bien qu'elle c'était des Xeon qui est à l'intérieur, Didier. Et pourtant les puces sont beaucoup moins énergivores. Et c'est le dernier design en date de signé Jonathan Ive. On peut expliquer, Apple veut faire des économies, tu penses, Didier, sur ce sujet-là? Non, mais je pense que le Mac Pro était déjà pas rentable, donc ils veulent essayer d'optimiser un peu ça. Donc effectivement, de réutiliser les châssis, c'est logique. Mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, ils ont laissé tous les dissipateurs thermiques, même des endroits où il n'y a pas besoin de dissiper. Tous les gros ventilos y sont, alors que tu peux plus rajouter de carte graphique qui était essentiellement fait pour ça. Ouais. Donc c'est rigolo parce que c'est une espèce de Frankenstein. Cette machine elle n'aurait pas dû exister, mais finalement ils se sont dit bon, on a ce truc-là, on l'a promis surtout, on l'a promis. C'est ça en fait. Ouais, et puis ils arrivent, oui, parce qu'ils avaient dit la transition. Théoriquement, ils sont même un petit peu en retard, donc il fallait sortir quelque chose. Et en fait, on y reviendra, je pense après un peu plus en détail, mais c'est vrai que je pense qu'ils attendaient quand même une autre puce, un M2 extrême. Ouais. Et que c'est vrai qu'elle manque là. Du coup, ils ont remarqué une vraie différence, tu veux dire. C'est ça en termes de perf, puisque c'est les mêmes performances. Oui, mais surtout ça libère les ports PCI Express, parce que là, on va voir qu'il n'y a pas assez de lignes. Enfin, il y a plein de défauts dans cette machine. Et même, franchement, la mémoire, c'est quand même un vrai choix de design de pas en avoir mis, alors qu'il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. Les SSD, ils ont pas fait d'efforts. Et c'est vrai que moi, je me demande qui va vraiment acheter ça, parce que finalement, la cible de ces Mac Pro, là, pour le coup, elle a vraiment changé, ou en tout cas pour le moment, en attendant peut-être une prochaine version. Laurent, quand on discutait avec les gens d'Apple, il me disait que voilà, c'est vraiment la part belle faite à la modularité, mais une fois ouverte, elle paraît un peu... il y a de la place dedans, on ne sait pas trop quoi en mettre. Ouais, c'est... on en a beaucoup blagué, et Didier l'a dit, on se disait, mais finalement, ils avaient dit qu'ils feraient la transition dans un délai donné, et finalement, ils l'ont pas vraiment... ils ont pas respecté. On a l'impression que la machine, ils étaient obligés de la sortir, mais ils n'avaient pas envie de la sortir. Ouais. Tu vois, c'est pas... Et je trouve ça intéressant, parce que Didier l'appelle Frankenstein. Moi, je pense que c'est carrément... Tu vois, on n'est pas du tout sur... ils n'avaient pas envie de sortir cette machine, quoi. C'est même pas... Tu sais quoi, Laurent, en fait, moi, ça me fait vraiment penser, tu vois, quand dans le passé, quand il y avait un Mac portable qui tombait en panne, ce que j'aimais bien faire, c'était extraire la carte mère, l'alimentation, etc., les mettre dans des tours PC, en fait, et venir connecter un écran extérieur dessus, et ça me fait vraiment penser à ça aujourd'hui. Ouais, c'est bien vu. Et on a vu... Mais oui. Tu vois, le paradoxe, c'est que en même temps, ils n'ont pas fusionné macOS à iOS. C'est là où chez Apple, il y a quelque chose d'étrange, tu vois. D'un côté, tu te dis, ils ont presque... Non, mais... Ils mettent une technologie de portable dans une station de travail. C'est ça, mais en même temps, les OS fusionnent pas. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Alors, on a vu brièvement tout à l'heure les images des emplacements qui prenaient pas mal de place, Didier, dans le Mac Pro pour loger jusqu'à, c'était quoi, 192 gigas de RAM qu'on pouvait mettre sur le 1 Tera 5. 1 Tera 5, 192, c'est la limite du studio. Là, on y perd vraiment entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ah bah oui, totalement. Après, c'est ultra marginal, les gens qui ont besoin d'autant de RAM. Mais c'est marrant de perdre la RAM d'une génération sur l'autre. C'est très rare, ce genre de truc qu'Apple revienne en arrière comme ça. Et même sur les GPU, enfin on va en parler après, en fait, tu perds énormément de choses. Il y a ça, il y a aussi le fait que... ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix. Parce que le fait d'utiliser cette puce M2 Ultra, ils auraient pu peut-être déporter de la RAM, mais je pense que tu aurais été limité quand même sur la quantité, sur l'adressage. Bien sûr. Ça, c'est vraiment la philosophie de la puce Apple Silicon, non ?
Mais par contre, ils auraient pu faire potentiellement, je pense que rajouter des lignes et faire en sorte qu'ils mettent des vraies barrettes, ça aurait été, à mon avis, possible. Bien sûr. Donc, mais de la même façon qu'ils l'ont fait pour les SSD. Là. Ouais. Et justement, des SSD, il n'y a pas d'emplacement dédié. Moi, j'avais beaucoup aimé, souviens-toi, lorsque le Mac Pro, le Power Mac a disparu, le Mac Pro est apparu, on le voit à l'écran. Il a donc été équipé d'une puce Intel Xeon à la place des Power Mac, des G5 à l'époque. Et surtout, regardez, ils avaient mis des petits tiroirs pour pouvoir faire. À l'époque, c'était du 3,5 pouces. Maintenant, on peut mettre du SSD NVMe. Mais on aurait pu imaginer un système de RAID embarqué. Ça aurait justifié l'écart de prix. Là non plus, ils ont passé à l'as. Hein. Non, mais là, c'est l'erreur du siècle. Là, je pense que vraiment, ça, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire, ça leur coûtait, entre guillemets, pas cher. Mais non, ça aurait été un vrai argument de vente, par contre. Hein. Mais à l'époque, c'était une super machine, ce Mac Pro, parce qu'effectivement, tu avais des petits tiroirs, tu pouvais mettre tes disques dedans, tu pouvais les sortir même, pas à chaud, mais tu pouvais les sortir assez vite. C'est très bien fait. Et aujourd'hui, alors ce qui est drôle, c'est que pour le stockage, donc tu as en fait 2 emplacements avec des puces AE, des puces mémoire. Donc, que tu peux changer, mais elles coûtent une fortune, elles coûtent 10 fois le prix du marché, alors qu'en termes de vitesse, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, tu as des puces slide, hein. C'est le slide que tu nous as envoyé, je crois. Voilà. Ouais. Non, mais donc là, on voit, tu vois, à droite, c'est les petits modules. Donc là, il n'y en a qu'un des deux. Et ils t'en mettent qu'un des deux. C'est-à-dire que tu achètes un Mac Pro, c'est même pas un RAID avec les deux pour avoir la vitesse doublée. Non, tu n'en as qu'une. Donc si tu veux, par exemple, avoir plus de stockage, donc il t'en met une deuxième. Donc si tu passes de 4 à 8, tu payes le prix fort alors qu'on t'en rajoute que 4 finalement. Et on a que 2 emplacements. Et si tu veux remettre encore 2 puces, tu peux pas parce qu'il n'y a que 2 emplacements. 3 200 € les 8 Tera. Wow. Surtout, je te dis, il n'y a pas du PCI 5 avec du 20 gigaoctets-secondes par puce. Non, c'est toujours du PCI 4, le truc d'il y a 6 ou 7 ans. Quoi. Donc, ils n'ont même pas fait évoluer ça. Et alors, les solutions de stockage qu'ils proposent, donc tu as un port SATA à l'intérieur. Donc, port SATA, tu sais, tu peux mettre, c'était avant les lecteurs CD, DVD, voilà, les Blu-ray, mais tu peux mettre du stockage aussi un peu froid, tu sais, les disques à plateau et tout. Ouais. Mais en fait, là, il n'y a pas d'emplacement. Tu peux pas mettre des disques à plateau. Mais ils te vendent toujours, je pense qu'il est compatible, j'ai pas testé le RAID de Pegasus, là, tu as un gros boîtier que tu mets à l'intérieur du Mac Pro, qui se connecte sur les prises SATA. Et la prise SATA, elle a une prise d'alimentation propriétaire. Et moi, j'ai essayé de chercher le câble, parce que ça fait quand même 4 ans que les Macs sont sortis, les Mac Pro. Et ben, il n'existe toujours pas. En fait, il est que avec ce RAID Pegasus. Donc aujourd'hui, tu voudrais même mettre un lecteur DVD. Il faut aller chercher l'alimentation sur les PCI Express. Enfin, vraiment le truc, ou de l'USB éventuellement. Mais bon, l'USB, c'est presque autant utiliser ça directement plutôt que le SATA. Mais bref, c'est pour te montrer l'aberration de ce truc. Donc même sur le SATA, c'est très compliqué. En plus, si tu veux les mettre à l'intérieur du boîtier, il n'y a rien pour les attacher. Donc il te reste, pour le stockage, la seule solution, c'est d'utiliser donc les ports PCI Express d'Apple. Donc là, par contre, ça marche. Ça, je l'ai fait. T'achètes des petites cartes, il y en a à partir de 20 €. Non, là, ça devient raisonnable. Ouais. Voilà, t'en as à 100 € qui sont pas mal, il y en a qui fonctionnent en RAID et tout. Elles ne fonctionnent pas toutes, hein, parce qu'il y en a, c'est pour Intel, donc quand tu veux des RAID hardware, il faut la plateforme Intel pour que ça marche. Mais tu arrives quand même à booster un petit peu la machine. Mais enfin, vu la différence de prix, c'est quand même une maigre consolation, je dirais. Surtout qu'il faut encore acheter des choses supplémentaires. Mais voilà, tu peux acheter des SSD M2, tu peux aller prendre des versions. Là, chez Crucial, ils ont le P5 qui est magnifique parce qu'il va, je sais plus, à 6 gigaoctets-secondes. Tu peux les mettre en RAID. Donc, ils ont fait une démo. C'était OWC qui fait un truc de 25 gigaoctets-secondes. Ouais, donc ça va marcher dans le Mac Pro. Et Apple a mis d'ailleurs, c'est marrant, ils ont mis tout un tas pendant la keynote, tout un tas de marques comme ça qui proposent des SSD rapides avec des petites cartes dessus. Donc potentiellement, voilà, en fait c'est le seul truc que tu peux rajouter puisque le GPU on peut pas le changer. Donc finalement ces cartes, à part les cartes vidéo, les cartes audio, je sais pas si vous en utilisez dans le studio encore, tu vois des Blackmagic, des bayerisations, tout ça, ça va encore fonctionner. Et je dirais qu'il reste plus que ce public-là. Voilà. Sur ton Teams, c'est envoyé par un petit Blackmagic. Ouais. Voilà, exactement. Donc, mais on peut les mettre dans des boîtiers externes. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de... Non, bien sûr, c'est ce qu'on a fait en Thunderbolt. Le Mac Pro, finalement, se distingue surtout par les emplacements PCIe, tu le soulignais à la base de la machine. Mais le principal emploi, tu le disais également, c'était l'ajout de cartes vidéo, de GPU externe. Et malheureusement, ça, c'est à oublier définitivement avec l'architecture Apple Silicon, Didier. Alors, ils auraient pu... Non, apparemment, techniquement, ils pourraient le faire. Oui, non, on a posé la question. J'ai posé la question à Apple et ils m'ont dit... J'aurais posé la question très clairement. Est-ce que le fait de ne pas proposer un GPU externe, c'est une contrainte qu'on vous impose matériellement, c'est-à-dire que de manière hardware, c'est pas possible, ou c'est une philosophie, c'est un choix? Petite hésitation, regard en coin, est-ce qu'on peut répondre, on ne peut pas répondre? Et finalement, oui, c'est un choix. Donc c'est possible. Ah oui. Mais ils auraient même pu faire des cartes AE à la limite. Évidemment, ce qui va peut-être arriver, mais c'est
c'est frustrant un peu de voir que finalement ils veulent pas faire vraiment une machine de bureau. Et il y a eu des slides là qui sont passés, c'était amusant quand ils ont commencé à faire les benches. C'est que oui, effectivement, le rapport performance-consommation de ces puces est génial. Oui, il y a quand même pas mal de puissance. Par contre, le CPU, il est quand même plus lent que les CPU Intel, même le CPU de PC classique. Et il est encore beaucoup plus lent que les Xeon, là, où tu peux mettre plein de cœurs dedans, qui consomment énormément. Mais malgré tout, la puce existe. Tu vois, elle consomme beaucoup, mais tu as quand même de la puissance. Et c'est la même chose sur le GPU. C'est-à-dire que la puce M2 Ultra, c'est la plus mauvaise des GPU haut de gamme, finalement. Ouais. Donc, et le fait de pas. Avant, on avait accès à ces cartes, même si à la fin, c'était que AMD, il n'y avait pas Nvidia et tout. Mais tu pouvais quand même te dire, bon, je peux mettre 2-3 cartes, cumuler les performances. Là, maintenant, tu n'as plus cette possibilité. C'est-à-dire que vraiment, le côté modulaire, quand même, sur la performance, elle peut être quand même intéressante sur des très grosses stations de travail. Après, c'est sur l'usage. Avant, tu en avais peut-être besoin pour faire des tâches, on va dire, qu'aujourd'hui on trouverait presque normales, alors que maintenant, c'est vraiment la niche de la niche. Mais tu vois, ceux qui sont chez Pixar et tout, peut-être qu'eux, ils rêveraient d'avoir des Mac ultra puissants. Bah là, finalement, ils doivent être tous sur PC maintenant, quoi. Sur HP. Le seul lot de consolation, en plus d'avoir payé beaucoup plus cher un utilisateur de Mac Pro par rapport à un utilisateur de Mac Studio, c'est la connectique qui est et c'est bien normal, plus fournie sur une tour qui fait 1 mètre de haut que sur un petit cube de 20 cm de côté. Oui, alors juste pour finir sur les PCI Express, tu sais qu'il y en a beaucoup, mais ils ont fait du surbooking. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils te vendent plein de lignes qu'ils n'ont pas. Ils t'en vendent 64 alors qu'ils en ont que la moitié. Et c'est pareil, ça. C'est-à-dire encore une fois, c'est une seule carte. Bah oui, mais c'est lié aussi à l'architecture. Mais avec une seule carte, avec tous mes SSD là, de OWC, tu peux saturer la bande passante. Et donc sur les autres, t'as plus rien quasiment. Enfin, j'exagère à peine, quoi. Ouais. Et ça, c'est pareil. Si on avait une puce M2 extrême, eh ben, on aurait pu avoir vraiment 64 lignes de PCI Express et mettre beaucoup de cartes dessus. C'est ça le maillot manquant. On a l'impression. Fred Crassa, qui est notre spécialiste des puces, qui aurait dû venir dans cette émission. Il était en vacances et on l'embrasse. Au Cap Ferré. C'est ça qui fait que finalement cette machine ne sort pas du lot et qui, comme tu le disais tout à l'heure, est une machine de transition parce qu'il lui manque la puce qui lui soit dédiée et qui aurait pu être une sorte de biprocesseur, avoir 2 puces M2 Ultra qui auraient formé le M3 Fusion, je ne sais pas comment il aurait appelé, le M3 Extreme. Et pour ça, il faut une gravure à 3 nanomètres et ils n'y sont pas encore, quoi. Ouais, on en revient à la question de la semaine dernière sur le problème de la gravure. Tu sais, souvent ce qui est dit, c'est que chaque fois que tu enlèves un nanomètre, tu multiplies la complexité par 10 ou par 100. Donc tu vois, il y a même un moment dans l'histoire des puces où on a pensé qu'on ne descendrait pas au-dessous de 100 nanos, quoi. Tu vois, mentalement, c'était impossible d'envisager. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de titiller les 3, quoi. Mais là, on s'aperçoit quand même, Christophe, je ne sais pas ce que tu en penses. Après, je poserai la question, qu'est-ce que tu penses de la machine? On sait qu'au sein d'Otherside, tu achètes pas mal de machines, mais tu es plutôt au Mac Mini en ce moment, mais pour d'autres raisons, pour des usages différents. Mais souviens-toi, lorsque le M1 est arrivé, ils étaient... c'est bon, on a cassé les chaînes qui nous tiraient par le bas d'Intel. On a quand même l'impression que depuis 2 ans, ils se heurtent quand même à un plafond de verre, malgré la bonne volonté de leur fondeur. Mais disons qu'en fait, le premier M1 a montré une énorme différence, a creusé la différence en fait entre ce qui existait avant et le M1, et que là maintenant on est vraiment sur de l'incrémental. Donc on voit en règle générale en fait des machines en fait qui vont gagner, enfin des processeurs qui vont gagner 20% de perf d'une génération à une autre. C'est plus ou moins ce qu'on peut mesurer de l'un à l'autre. Et effectivement, ce que vous avez dit depuis le départ, c'est effectivement ce sont des processeurs qui sont des processeurs SOC, qui sont donc tous le CPU, le GPU, etc. Tout est à un même endroit et très économe parce qu'effectivement c'est né du mobile et ça a été porté après sur le bureau. Ouais, et effectivement, il faut une gravure 3 nanomètres, on verra l'année prochaine pour ce M2 Extreme, M3, voire M3 Extreme. Alors, sur ce point-là, j'aimerais quand même reprendre la parole parce que effectivement, on peut passer soit par le fait d'avoir une gravure plus fine, effectivement, pour pouvoir passer à des processeurs en fait qui sont encore plus puissants, ou bien alors tout simplement l'empreinte, donc la taille du processeur en fait peut aussi augmenter dans une machine comme le Mac Pro. Il y a la place.
place. Ouais. Oui, il y a la place et ça peut être refroidi. Donc, pourquoi devoir absolument passer à une gravure plus fine en fait pour forcément passer à quelque chose de plus puissant. C'est pas une vérité absolue quoi dans un Mac. Ouais, tu as raison. L'idée, ce que tu dis, c'est dans une machine où on n'a pas de problème de place, on se fout de la taille. Finalement, du truc. Bon, après, c'est aussi de designer quand même une puce sur mesure pour une toute petite série d'ordinateurs. Le concept d'Apple, c'est quand même de faire une puce où la performance, elle est en partie gagnée par le fait que tu réduis la taille et effectivement la chaleur induite. Mais parce que la R&D des puces vient de l'iPhone, encore une fois. Hein, donc, ils auraient pu te mettre 2 M2 Ultra dans la bécane ou 4 M2 Ultra. Ouais, c'est du biprocessing ou du quadriprocessing. Mais... Ils le font déjà. En fait, le Ultra, c'est déjà ça. Donc, ils auraient pu le faire encore entre deux puces. Alors après, je sais pas, il y a peut-être de la complexité. Moi, je suis pas non plus électronicien, mais... Je veux dire, historiquement, dans les Mac Pro, on avait quand même ça. Ils multipliaient les puces. Bon, les GPU. Et même l'histoire d'avoir un Mac Pro là, qui consomme 50 watts, bon, c'est bien. Voilà. C'est bien pour la planète. C'est pas des raids de serveur, hein, c'est pour des machines de bureau. Donc, en fait, tu t'en fous d'avoir 500 watts, 1000 watts. Quoi. Bilan. Tu peux en faire un serveur quand même. Alors, bilan, au-delà de l'usage du Mac Studio, tu vas nous en dire un mot, peut-être, Christophe, mais il y a peu d'arguments aujourd'hui pour acheter un Mac Pro, on est bien d'accord, Didier? Non. Non, mais moi je lui ai mis 3 sur 10. Hein. Vraiment, il y a 3 000 € d'écart, hein, c'est ça, entre les deux. En fait, même avec le petit plus qu'il a, c'est-à-dire que tu payes, le deuxième port Thunderbolt, a un petit peu de connectivité en plus, mais enfin, de toute façon, les lignes de PCI sont les mêmes, donc tu gagnes rien par rapport à Mac Studio en termes de débit finalement. Donc oui, tu as un petit peu de connectivité, mais ça, tu peux en rajouter de façon externe. Mais c'est vrai qu'il a rien pour lui, cette machine. Vraiment rien, à part, je te dis, de mettre un peu de stockage en interne. Mais finalement, tu prends un Mac Studio, j'ai calculé que pour le prix du Mac Pro, tu prends un Mac Studio, le Mac, ça a quasiment tout, le SSD, la mémoire, tout. Et en fait, tu as le prix du Mac Pro de base. Et donc après, tu peux encore rajouter, tu vois, ils font des petits boîtiers que tu mets sur le Mac Studio là, pour rajouter du stockage en Thunderbolt. Et puis le jeu, il est plié. En fait, tu n'as rien de plus dans le Mac Pro. Donc, quel est vraiment l'intérêt? Tu peux pas mettre plus d'écran. Le bruit, il en fait aucun, le Mac Studio. C'est un vrai progrès, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai progrès par rapport aux mains. Et devant, il te souffle dessus. Mais par contre, il fait vraiment aucun bruit, du tout. Et c'est un atout majeur. Donc le Mac Pro ne gagne pas sur ce plan-là. Donc je sais pas, je comprends pas cette machine et je pense qu'ils vont en vendre 2 quoi. Ça va être le plus gros échec d'Apple à mon avis, sauf si vraiment, tu vois, on n'a pas vu une niche de personnes qui disent ah cette machine est incroyable, mais je n'ai pas croisé encore moi. Christophe, quel usage tu verrais toi alors, est-ce que le Mac Pro tu envisages de l'acheter au sein d'Underside et au-delà du Mac Studio? Alors le Mac Pro, on va pas l'acheter chez Underside, on va plutôt partir vers du Studio pour la bonne impression qu'aujourd'hui en fait on a tout ce qui est extension, on a suffisamment, tu vois, en extension, en USB-C, etc. On n'a pas besoin du PCI Express spécifiquement pour le stockage. Donc j'ai envie de dire que non, aujourd'hui, en fait, nous, on n'est en tout cas pas la cible. Peut-être dans des racks serveurs, donc tu vois, dans des armoires serveurs, où là effectivement tu peux le racker en fait, et là je vais peut-être moins penser à un Mac Studio. Si on a besoin de plus de puissance, on ira vers un Mac Pro, et si on a besoin de moins de puissance en tant que serveur, on ira vers du Mac Mini, tu vois. Mais il manque un OS serveur. C'est toujours le même problème, quoi. Tu vois, je veux dire, Alors ça c'est c'est un long débat. C'est-à-dire qu'en fait, macOS est quand même basé sur du Unix, donc globalement, on peut y installer ce qu'on veut. Donc ça peut être un serveur, tu vois. Ouais, bien sûr, mais il y avait avant, il y avait tout, quoi. Il y avait la gestion du RAID, il y avait la gestion du DHCP, il y avait la gestion. L'interface graphique, elle était sublime, quoi. Moi, c'était, tu vois, tu peux pas comparer ça à un Windows NT, quoi. Allez, on va répondre à une toute dernière question. Vous étiez très nombreux à nous la poser. Faut-il mieux investir dans un Mac Mini ou un Mac Studio? Mac Studio ou Mac Mini, la question se pose. Effectivement. Alors, tu n'as pas forcément les benches, mon cher Didier, donc je t'ai préparé des chiffres, tu verras, ils sont dans le script si tu veux les commenter. Déjà, on peut commenter peut-être le prix. Regarde, en termes d'écart de prix entre un Mac Mini et un Mac Studio, entre le haut de gamme de base, entre guillemets, sans les options qu'on peut prendre à la main. Sur le Mac Mini, c'est un M2 Pro, et sur le Mac Studio, à 1 549 €, et sur le Mac Studio, c'est un M2 Max, et on est à 2 399 €, donc il y a 850 € d'écart. Mais alors vous avez évidemment plus de cœurs sur le Mac Studio, vous avez que 10 cœurs et un GPU sur le CPU et un GPU 16 cœurs sur le M2 Pro, contre 12 cœurs CPU, c'est pas beaucoup en plus, et 30 cœurs GPU, ça par contre c'est beaucoup plus, sur la version de base.
du Mac Studio. Vous n'avez que 16 Go de mémoire sur le Mac Mini, vous en avez 32 sur le Mac Studio. Vous avez par contre tous les deux, et ça c'est plutôt un vrai scandale, que 512 Go de mémoire pour des pros. C'est tout à fait ridicule que ce soit sur le Mac Mini ou le Mac Studio, ça je ne comprends pas. Et enfin en termes de ports, vous avez 2 ports Thunderbolt 4 en plus sur le Mac Studio, et surtout vous avez une prise Ethernet 10 gigabits, un port Ethernet 10 gigabits en plus sur le Studio, ce qui est très appréciable pour les structures qui travaillent avec des NAS ou en réseau, notamment dans notre cas. Donc si vous activez les options du Mac Mini pour qu'il soit au niveau du Mac Studio, c'est-à-dire 32 Go et un port 10 gigabits, le prix du Mac Mini M2 Pro passe à 2124 €. L'écart n'est que de 274 €. Donc ça s'aperçoit finalement, il n'y a pas tellement d'écart entre les deux machines, et on se dit pourquoi pas un Mac Studio. Est-ce que c'est les différences qui vont faire le choix, Didier, si tu veux commenter les petites slides, ou du moins les petits chiffres que je t'ai communiqués? Oui, alors c'est vrai que en fait c'est du Tim Cook tout craché, c'est-à-dire que tout est bien étagé et que en fait tu peux dire oui, le Mac Studio, tu mets les 300 € de plus, c'est un Mac Studio. Donc c'est vrai que si tu prends le top du top du Mac Mini, il va être un peu moins performant et tu vas le payer quasiment le même prix. Tu te dis je vais prendre le Mac Studio. Mais si tu prends le Mac Studio, tu dis ah ouais mais attends, je vais pas le prendre avec 512, je vais mettre 1 Tera. Ouais. Et puis après voilà, et en fait tout s'enchaîne. Donc il y a un moment, en fait il faut arriver à cibler ses besoins pour effectivement arriver à voir ce que tu as besoin. Et par exemple, dans le Logic, c'est un bon point, tu vois, on teste souvent le nombre de pistes de Logic. Faut voir ce que tu as besoin. Est-ce que tes projets ils font plutôt 30 pistes? Est-ce qu'ils font 50 pistes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'effets dessus? Allons pas trop vite. Alors regarde, on a mis un set d'abord déjà des benches de base, de Geekbench pour le côté CPU, simple cœur et multicœur. L'écart, il n'est pas considérable en simple cœur, sans surprise, il n'y a que 2 cœurs de plus d'un autre côté. Par contre, en GPU, il creuse un écart de presque 30%, ce qui n'est pas négligeable. Donc on voit vraiment, déjà, si vous faites des tâches multicœur, je dis GPU, je dis n'importe quoi. Mais bref, il y a déjà un écart de presque 30% en multicœur. Dans Cinebench, tu as vu, regarde, l'écart est moins important et quasiment le même en monocœur, et en multicœur, par contre, on retrouve le même écart, donc ça s'est confirmé. Et puis dans Logic, si tu veux commenter, vas-y, je t'en prie. Oui, c'est pareil, là tu gagnes quand même 30 pistes, donc c'est quand même pas rien. C'est un écart qui est beaucoup plus important que celui qu'on a vu tout à l'heure, tu vois, entre le M1 Ultra et le M2 Ultra. Donc il y a une vraie différence. Surtout sous Logic, tu peux les charger les pistes, tu peux mettre plein d'effets. Donc en fait, même si tu es à 30 pistes, tu peux avoir énormément d'effets dessus. Bon, nous on en met pas mal quand même quand on fait les tests aussi. C'est vrai que la différence, elle se fera un peu sur le CPU quand même. Mais c'est vrai que la différence entre le Pro et le Mac, c'est quand même aussi le GPU. Ils te mettent quand même beaucoup de cœur. Regarde en Geekbench, si tu veux commenter le chiffre de Geekbench. Oui, c'est presque le double. Regarde, tu vois, tu es à 47 et par rapport à 75 000. Donc c'est vrai qu'on est. En fait, on a exactement le delta du nombre de cœurs supplémentaires. Et tu dis pour l'écart de prix, si j'ai besoin du GPU, ça vaut vraiment le coup. Donc. Ça veut dire que si tu fais par exemple du développement de jeux vidéo pour iPhone, tu vois, tu dis le Mac Studio, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Puis c'est vrai qu'il y a des gens, ils se diront tiens, allons sur le Ultra, parce que si je dois estimer un iPad avec les grosses résolutions, tu joues le jeu de Tim Cook. En fait, si tu fais de la 3D vraiment, je pense que tu as besoin du max aujourd'hui. Faut vraiment pousser. Alors, voilà. Si tu es vidéaste, qu'est-ce qu'il faut choisir? Quelles sont les différences qui se creusent entre le haut de gamme Mac Mini et l'entrée de gamme Mac Studio? Enfin, Là aussi, alors, ça dépend ce que tu fais. Parce que si tu fais, par exemple, des exports, tu vois, l'écart, il n'est pas forcément énorme, parce que le nombre de Media Engine, il est similaire. Par contre, si tu compares avec le Ultra, tu sais, le Ultra du Mac Studio, lui, tu doubles le nombre de Media Engine. Donc là, effectivement, c'est intéressant. Et même chose, si tu utilises des effets qui sollicitent beaucoup le GPU, dans Final Cut, tu vois, tu rajoutes des titres, un peu de flou, et c'est vrai qu'il y en a qui sollicitent maintenant beaucoup le GPU. Là, tu as Motion VFX qui fait des gros effets maintenant, des trucs tout en 3D. Tu peux faire des trucs de dingue. Et là, le GPU, il est hyper sollicité. Donc là, tu auras vraiment une grosse différence entre le Max entre le Pro et le Max, pardon. Mais c'est vrai que voilà, sous Final Cut de base où tu fais du cut, là tu te dis tiens, je vais peut-être pas forcément voir les différences non plus. Donc, mais jauger son besoin est pas évident. C'est vraiment pas facile. Franchement, c'est pas facile. Bilan, alors Mac Mini ou Mac Studio pour les besoins de vidéastes par exemple? Moi, je pense que le Mac Studio a quand même un énorme avantage, c'est que quand tu le fais tourner à fond, il fait aucun bruit, alors que le Mac Mini va faire du bruit. C'est-à-dire tu vas quand même entendre une petite soufflerie si tu le pousses vraiment à fond.
Et en plus, tu bénéficies de cette connectique supplémentaire. Tu as quand même beaucoup de ports Thunderbolt aussi. Sur les versions haut de gamme, tu as un peu plus de bande passante aussi. Donc potentiellement, tu peux mettre aussi plus de SSD en externe. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que les différences sont pas si énormes que ça. La connectique est quand même grosso modo à peu près la même. Tu gagnes quand même le lecteur SD, tu vois, en façade. C'est quand même pratique d'avoir ça. Ouais. Mais voilà, c'est à la marge. Mais je pense que le Mac Studio est plus une machine. Christophe le disait bien tout à l'heure, c'est qu'il y a des machines, tu as besoin de leur donner du jus en permanence et elles vont pas te lâcher. Le Mac Studio, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le Mac Mini que tu peux faire travailler longtemps. Alors que le Mac Mini, je dirais que quand tu commences à trop le booster, il va être un petit peu limite par rapport à sa coque, à la dissipation thermique, il va être brûlant et tout, alors que le Mac Studio, il tiendra bien la cadence. Donc, moi, je pense que les vidéastes, j'en ai croisé beaucoup qui me disaient, je vais peut-être pas prendre le Ultra, parce que finalement, ça va pour faire du montage, le Max. C'est comme les portables, le M2 Max, c'est le maximum que tu peux avoir. Tu as plein de gens qui travaillent que avec des MacBook Pro, donc c'est largement suffisant. Voilà, à moins de faire vraiment des choses un petit peu extrêmes. Mais en tout cas, il y en a pour tout le monde, hein. C'est bien fait, quoi. Donc c'est dur de te dire, prends celui-là absolument ou celui-là absolument. Ça dépend tellement des usages que tu vas avoir derrière. Christophe, Mini ou Ultra au Studio? Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser, tu vois, que le Studio, c'est une espèce d'extension de la gamme du Mini. Donc, tu as vraiment cette impression que tu commences sur le Mac Mini et puis, si tu as des moyens et des besoins peut-être un peu plus importants, tu vas arriver naturellement sur le Mac Studio. Donc, exactement du même avis finalement que Didier. Si jamais tu as besoin d'une machine en fait qui doit tourner 24 heures sur 24 ou en tout cas régulièrement, en fait, je vais plutôt aller vers le Mac Studio pour la partie dissipation thermique. Aussi, il y a quand même la praticité en fait des ports USB-C et du lecteur de carte en frontal qui est quand même fort agréable quand tu dois travailler en fait dans le monde de la vidéo en particulier. Donc ça c'est chouette aussi. Et pour le reste en fait le Mac Mini est déjà une machine géniale pour ceux qui veulent faire du montage de manière récurrente mais peut-être pas toute la journée non plus, tu vois. Oui, nous notre principale machine de montage était un iMac Core i9, donc un haut de gamme. Et on est passé au Mac Mini M2 Pro et déjà ça nous a changé la vie. Bon, ça ira plus vite encore avec un Mac Studio, mais après tout dépend des usages qu'on peut avoir. Ton Mac Mini ou Mac Studio? Le MacBook Pro. Non mais je trouve que finalement le commentaire de notre truc c'est ça. C'est aujourd'hui soit tu as dans mon usage, tu me poses la question à moi. Sûr. Dans mon usage, en fait, à la maison, mon Mac, il est branché sur mon écran 5K, donc je suis en hyper bonne définition à l'écran, avec un super clavier Apple, un super trackpad. Même budget. Donc voilà, et hop, je débranche et je l'embarque avec moi, je travaille où que je sois, tu vois, j'ai mon poste de travail, voilà. Là, la régie, elle a besoin d'une machine. Oui, exactement, mais c'est pour ça que tu me poses la question, tu me dis Laurent, je te donne ma réponse. On a essayé d'être le plus complet, plus d'une heure, on a parlé du Mac Studio, on l'a comparé au Mac Pro, on l'a comparé à l'iMac, on l'a comparé au Mac Mini, j'espère qu'on a été le plus clair et vous a éclairé le plus possible sur vos choix. C'est pas toujours évident, la segmentation de prix et la segmentation de gamme d'Apple, il est assez fort sur ce point, Tim Cook, c'est même un peu borderline. On y reviendra à cette machine, notamment on espère avoir arrivé à un iMac Pro dans les prochains mois. Allez, on y croit encore. On passe à la question de la semaine. Alors, avant de divulguer, il n'y a pas de... Oui, quelle était la question de la semaine dernière? La question de la semaine dernière, c'était sur Tu l'as à l'écran. Que ce soit le MacBook Air M2 ou le nouveau MacBook, le Mac Studio M2 Pro, ou encore le nouveau Mac Pro, que pensez-vous Pensez-vous que ce sont des ordinateurs de transition, excusez-moi, j'ai en clair, Apple est-elle en retard sur la délivrance des puces M3 gravées en 3 nanomètres? C'est une excellente question. Et excellente question parce qu'on a eu une réponse d'Alan Tranoez. Alors on va encore nous dire oui mais Alan vous le citez tout le temps, sauf qu'au moins il commente et il pose des bonnes questions. Ouais, et des bonnes réponses. Il a fait une très très longue réponse, très très longue réponse. On va la résumer. Je vais prendre le résumé et après je vais expliquer ce qu'il dit. Il dit pour répondre aux questions, pour moi ce n'est pas un problème de puce M3 en retard, c'est un problème de MacBook Air 15 pouces et de Mac Pro qui sont, c'est eux qui le sont. C'est pas le M3. Et en fait, il a raison. Ce qu'il explique, c'est que ces machines, elles auraient dû sortir en même temps que les autres et avancer avec un glissement de la gamme. Et en fait, la gamme, elle est tellement large maintenant que finalement, de mettre toutes les machines à jour, tu arrives avec des machines qui sortent à un moment donné, avec au moment où finalement le début de la gamme est déjà en renouvellement. Donc tu es tu es une espèce de rouleau, tu vois, qui avance de rouleau compresseur où il y a un bout de la gamme qui est plus
en adéquation avec le reste de la gamme parce que la gamme est trop large. Je trouve ça intéressant comme approche. La question de la semaine qu'on vous pose cette semaine, que je n'ai pas mis dans le script, mais je vais la résumer, elle est toute simple, elle est en corollaire de ce que tu nous as expliqué avec ton MacBook Pro. À l'heure où les portables représentent 80, c'est pas 90% des ventes chez Apple, à l'heure où Apple n'est pas très présent dans le secteur des jeux vidéo, pensez-vous que l'ordinateur de bureau tel que l'on connaît va à terme disparaître, ce concept? Vous répondez exclusivement sur YouTube dans les commentaires et Laurent se fera un plaisir de sélectionner une réponse. Et bien sûr, à l'image d'Alan, vous recevrez un petit cadeau, à savoir un petit goodies de votre choix à choisir sur la boutique d'ORLM, sur notre chaîne YouTube. Et on invite Alan à nous contacter pour nous faire son choix et donner ses mensurations, s'il choisit notamment un t-shirt. Merci beaucoup Laurent et on passe à vos coups de cœur. Allez Didier, c'est toi qui commence. Eh ben, écoute, je vais faire un coup de cœur qui est raccord avec l'émission. Parce qu'on parlait de machines professionnelles. Eh ben, écoutez, achetez du Crucial. Cette marque, nous, on les utilise depuis un bon moment. Ils ont surtout un super rapport qualité-prix. Ils ont sorti là des SSD récemment. Donc, ils ont une gamme, tu sais, c'est P3, P4, P5, P7, etc. Donc, ils sont en fonction de la vitesse de ces SSD. Et surtout, ils ont un super rapport qualité-prix. Performance et surtout ils sont fiables. Moi j'ai même des P1 là que j'ai réutilisé dans le Mac Pro qui marchaient encore, qui étaient 1,5 gigaoctets secondes alors que je les ai achetés en 2019. Donc vraiment c'est des super produits et en plus ils font je crois des petites promos en ce moment pendant les soldes et en fait tu peux les mettre soit dans ton Mac Pro, soit dans des petits boîtiers Thunderbolt externes. Comme tu nous as montré la semaine dernière, par exemple, c'est ça? Voilà, ou sur des petites cartes, exactement. Donc, tu as vraiment des grosses possibilités, malgré les bridages d'Apple. Et moi, j'ai un MacBook Pro. Hein. D'ailleurs, je rejoins Laurent. Moi, je suis un utilisateur, finalement, de MacBook Pro, tu vois, pour faire du montage et tout. Et ben, je me suis fait des petits boîtiers SSD comme ça qui sont hyper compacts. Et c'est génial parce que tu peux changer les disques de temps en temps quand ils deviennent trop petits. Tu gardes ton disque, ton boîtier. Et c'est vraiment, vraiment super. Donc, voilà, c'est Crucial qui fait ça. Et je voulais juste rajouter un petit coup de cœur. Donc c'est quelqu'un qui a disparu le week-end dernier, qui s'appelle Jean-Baptiste Dessort. Alors son nom vous dit peut-être rien, mais c'était en fait quelqu'un qui était assez connu dans le monde du YouTube, du journalisme auto. Il faisait le tour auto chaque année. Il avait une chaîne YouTube qui était très suivie. Et en fait, voilà, il a eu un accident de voiture le week-end dernier. Il est mort malheureusement. Et ça fait vraiment un gros coup de froid dans la presse auto parce que c'est rare quand même que les journalistes auto meurent. Surtout, il avait 37 ans. Donc voilà, on embrasse évidemment sa famille, ses amis, ses proches. Et puis, voilà, on espère le retrouver d'ici quelques années avec toute sa passion, bien sûr. Donc, dans l'au-delà. JB, dans l'au-delà, exactement. Mais c'est vraiment triste. Enfin, moi, j'étais très attristé. Pourtant, je ne connaissais pas personnellement, mais on le croisait régulièrement sur les essais auto. On se dit quand même, c'est vraiment pas un âge pour mourir, quoi. C'est clair. Merci Didier. Laurent, ton coup de cœur cette semaine? Alors, il y a 2 étés, tu m'avais offert une pochette pour boîtier de AirPods, même pour mes AirPods Pro. Ouais, c'est le début de notre relation, je faisais encore des efforts. Tu m'avais quand même pété l'arcade sourcilière sur c'est vrai. Hein, donc il y a une vidéo. C'est un accident. Il y a une vidéo pour en témoigner. J'en parle de ma force. Et donc, mais j'ai adoré ce truc. Donc je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Non, pas l'arcade. Cette pochette. Donc la pochette, la pochette était rouge. On a l'impression qu'il n'y a rien parce que truc, mais la pochette était rouge vif. Et celle-ci est blanche. Celle-ci, non, elle n'est pas blanche. Elle est phosphorescente. Ouh. Et donc en fait, c'est Catalyst qui fait ça. Donc je l'ai montré parce qu'on le voit mieux. Comme c'est une couleur, voilà, j'essaie de faire un angle. Bon, regarde, voilà. C'est Catalyst qui fait ça. Donc moi j'avais la version rouge, mais la version phospho, elle est assez géniale parce que en fait, quand tu la charges, tu la mets dans ton sac et tu sais, quand tu le cherches le soir en disant tiens, tu la trouves jamais. Ouais, le matin au réveil, tu cherches dans le noir. Exactement. Ouais. Et en fait, je trouve ça hyper agréable. Et tu peux charger. Oui, tu peux charger avec la coque sans aucun problème. Ça coûte pas très cher. Non, ça coûte $29. Donc en euros, ça va pas être bien loin. Catalyst, merci. Ils ont plein d'autres produits, hein, mais tu vois, il y a un petit. En anglais, ça s'appelle un carabinière. Carabinière, c'est un mousqueton en français. Mais surtout, c'est rigolo. Voilà, c'est vrai, c'est Catalyst qui m'a. Tu kiffes le truc. Ouais, le silicone, enfin le caoutchouc, le truc en plus est très agréable. Déjà l'ancien était très agréable. Christophe, ton coup de cœur. Quel est mon super-héros préféré à votre avis? Laurent Pantanach. Spider-Man. Superman. Aïe. Alors,
Bon, on va finir par trouver. Iron Man, hein, c'est Iron Man, bien sûr. Ah, Elon Musk. Voilà, c'est ça, Elon Musk, mais qui est incarné à l'écran par Robert Downey Jr., qui est l'acteur en fait qui. Il faut en parler au passé, hein. Pardon ? En parler au passé. Qu'il l'incarne, mais on ne sait pas. Tu sais, avec les multivers, il est possible qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Mais je vous en parle surtout, en fait, de cet acteur, Robert Downey Jr., parce que c'est un acteur que j'apprécie énormément, qui, je trouve, est plein d'authenticité, etc., qui est passé par des moments vraiment pas faciles dans sa vie, hein, alcool et autres, drogue, tout ce qui s'ensuit, en fait, et qui a su s'en tirer. La prison, bien entendu, et il a su se tirer de tout ça, en fait. Et ici, en fait, je vous parle particulièrement d'un documentaire qui est sur Netflix, qui s'appelle Senior. Donc, il y a Senior qui est le papa de Robert Downey Jr., donc c'est Robert Downey Senior, et qui est aussi dans le domaine du film, de l'art, etc., enfin, qui était plutôt. Et c'est une histoire entre un père et son fils, donc c'est un vrai documentaire, qui malheureusement, enfin voilà, son papa est décédé, donc c'est plein d'émotions. On voit que la vie, en fait, n'est pas parfaite, qu'un papa n'est pas parfait, qu'un fils n'est pas parfait non plus, en fait, mais que finalement, on finit toujours par se retrouver à un moment ou à un autre. Et donc, c'est hyper puissant, hyper profond. C'est pas nouveau parce que c'est sur Netflix depuis décembre 2022. Mais par contre, moi, je l'ai découvert, en fait, il y a juste quelques jours. Et c'est vraiment, en fait, c'est un documentaire que je vais regarder avec mes 3 fils parce qu'il y a plein de choses à partager. C'est hyper émotionnel. C'est une vision aussi sur l'approche du décès de quelqu'un, en fait, et de son parcours père-fils. Donc, enfin, c'est magnifique. Je vous le conseille vraiment. Mais écoute, c'est magnifique. Ça a l'air effectivement magnifique. Je le regarderai avec grand plaisir. Merci pour ce bon moment, Christophe. De mon côté, c'est beaucoup plus terre à terre. On cherchait pour la régie son du studio d'On refait le Mac et d'Electric Production des petits enceintes de monitoring à un coût relativement raisonnable et on a choisi les Yamaha HS5. On n'était pas persuadés et on était vraiment surpris parce que le prix est vraiment pas élevé. On les trouve en promo autour de 170-180 € l'unité, donc ça fait à peu près 350 € la paire. Donc si vous recherchez des petites enceintes de monitoring avec un bon rapport qualité-prix, c'est le modèle que nous avons choisi pour équiper donc le studio compact. Très compacte, puissante et plutôt juste dans le rendu. Les basses sont super justes, vraiment les voix bien présentes, c'est important pour régler le son du studio. Très équilibré, super à faire pour un petit home studio ou un petit monteur Final Cut ou encore voire même le salon. Hein. Alors, ça reste du monitoring, hein, donc le rendu était assez neutre, mais vraiment on a été agréablement surpris par rapport au rapport qualité-prix. Alors, il manque un réglage des basses, des médiums et des aigus, mais encore une fois c'est une belle affaire. C'est les Yamaha HS5 et ils comptaient autour des 350 €. Si vous recherchez du monitoring, oui. Et tu sais, Olivier, que c'est très utilisé, donc évidemment dans les studios, mais moi je m'en sers aussi beaucoup pour faire de la guitare. Donc tu les branches sur ton Mac, comme c'est neutre au niveau son, tu mets un GarageBand et tout, donc tu branches ta guitare sur ton ordi et tu as un super son de sortie. En plus, elles sont autonomes et tout, donc tu as besoin d'ampli. Pas d'ampli. Bien sûr, il faut quand même une petite carte pour faire entrer ta guitare sur le Mac et tout. Mais c'est les meilleures enceintes du marché. Enfin, vraiment, tu les trouves partout, quoi. Ouais, et c'est dur à en trouver et on a eu un peu de mal, mais on est très content. Mais il y a des promos, profitez-en, c'est des super enceintes de monitoring, les Yamaha HS5. C'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, si tout va bien, parce qu'on a beaucoup de choses à préparer déjà pour la rentrée. On va essayer certainement peut-être la semaine prochaine de faire un épisode spécial ou dans 15 jours, on va voir. Dédié à iOS 17, hein, on n'est pas revenu sur les bêtas, on a eu le temps d'avoir un peu plus de recul maintenant après 15 jours, voire 3 semaines de tests, pas intensifs, mais presque au quotidien. Oui. Les SDK Vision commencent à être mis à disposition, donc il y a quoi dire. Hein. Il y a de quoi dire, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, on a besoin de titiller l'algorithme de YouTube, on compte sur vous. Allez, merci encore pour votre fidélité et la semaine prochaine. Au revoir.